Mais merci d'avoir bravé la grève, la grisaille, la pluie, tout ça pour venir voir le film à 22h. Je ne sais pas quoi ajouter à ce que tu as dit, parce que je pense que tu as vraiment cerné ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire le portrait d'un artiste. Parler d'un homme qui a travaillé sur des films que tout le monde connaît, les Star Wars, les Robocop, les Jurassic Park, les Starship Troopers, mais en fait se servir presque de ça comme prétexte. Évidemment, vous allez apprendre, j'espère, beaucoup de choses sur ces films-là, pour découvrir que derrière ces blockbusters qui réunissent le plus grand public possible, il y a un artiste tournant, il y a un artiste bizarre, qui a un univers bien à lui, et qui réussit à mettre sa personnalité dans ces films qui sont pourtant des films la plupart du temps tout public, ou en tout cas qui touchent le public le plus large. Alors Alexandre, mon co-réalisateur, n'a pas pu venir parce qu'il est bloqué dans son lit avec un mal au dos terrible, mais il m'a laissé un petit message pour vous. Pas un message audio ni vidéo, parce qu'il paraît qu'il n'est même pas montrable, mais il m'a écrit un petit mot. Alors je vous le lis, et je décline toute responsabilité sur ce message. Alors, je charrie souvent Gilles pour son âge avancé, et aujourd'hui, il tient la revanche. Lui, au moins, n'est pas immobilisé par un foutu lumbago. Je suis désolé de ne pas être à vos côtés ce soir, mais je me déplace littéralement en stop motion. Ou plutôt en stop, car je n'ai pas encore ressenti la motion. Merci de vous être déplacé pour découvrir notre portrait de Fitzpet, qui conclut notre trilogie des monstres. Il y avait Harryhausen, il y avait le complexe de Frankenstein, c'est le troisième film qu'on fait sur ce thème-là, et c'est le troisième film qui est projeté ici, souvent en exclusivité, là c'est la première parisienne, au PIF. Alors j'en étais où merci également à Fausto, Cyril, et à toute l'équipe du PIF qui nous soutiennent depuis notre premier film. La présence du film au sein de ce festival signifie énormément pour nous. J'espère que vous sortirez de cette projection avec l'envie de dessiner, sculpter ou animer quelque chose, et que la personnalité de Phil vous inspirera autant que nous. Enjoy. Voilà. C'est un très beau message, donc je m'arrête là. Mon film, et puis je crois qu'après, si vous avez le courage, on se fait un petit question-réponse. D'accord ? Tout à fait. Fitzpet avait pris le parallèle avec Léonard de Vinci. S'il n'était pas un peu gêné ou ému, ou s'il se sentait l'égal de Léonard de Vinci. Non, n'exagérons rien. Il a été surpris. En fait, on sait qu'il est assez fan de Léonard de Vinci. Il adore Léonard de Vinci. Mais l'idée nous est venue suite à une photo que Alexandre a fait de lui. On l'a photographié plein de fois pendant le tournage. On a regardé cette photo et le parallèle avec de Vinci nous est venu à l'esprit. Et on en discutait avec un dessinateur qui s'appelle Paul Louis, qui est un des piliers de l'équipe des Simpsons en fait, mais qui adore Fitzpet, qui adore Léonard de Vinci, et qui nous a dit j'ai envie d'essayer un petit truc, de transformer sa tête en celle de Léonard de Vinci. Parce qu'il est chauve, il a la barbe, et puis il a un côté un peu savant fou. Et au fil de la discussion, on s'est dit ce serait marrant même que le robot de Robocop 2 devienne le truc, puisqu'il a 4 bras. Mais au début, on ne pensait pas que ce serait le poster, que ce serait juste une espèce de goodies, un truc qu'on allait peut-être mettre dans certaines éditions collector du DVD ou du Blu-ray. Et petit à petit, c'est devenu le poster officiel du film. Et le pacte qui distribue notre film, on leur a dit vous êtes sûr que c'est assez vendeur, c'est pas trop bizarre. Ils ont dit non, on adore, donc c'est devenu le poster du film. Et comment chercher une idée aussi pour le générique de fin, parce que généralement pendant le générique de fin, tout le monde s'en va, parce que tout le monde voit des noms défiler, c'est gonflant. Avant, on utilisait la technique Pixar, c'est-à-dire on mettait de petites vignettes, on mettait des petites choses qui n'étaient pas dans le film, pour que les gens restent un peu. Et là, on s'est dit, on va faire un truc qu'on n'a jamais vu dans un film, c'est-à-dire que le poster va s'animer. Et donc Paul Louis nous a fabriqué il y a toutes les créatures qu'il a faites pour le poster, mais plein d'autres créatures de Fitzpet façon Léonard de Vinci. Et c'est comme ça qu'est né le générique, qui a été animé ensuite par l'équipe de Brett et compagnie. Il y en a quelques-uns ici, et je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait un travail invisible qui est réalisé. Lui, il a trouvé l'idée super, enfin un peu. C'est toujours compliqué, même quand il a vu le premier montage du film, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit c'est difficile de te dire. Si je te dis que j'aime pas, c'est bizarre. Si je te dis que j'aime, ça va faire celui qui est très fier de lui. Donc, mais en fait, on a compris qu'il avait aimé le film. Mais comme il est très pudique, il est très ours, comme vous avez pu sans doute vous en rendre compte dans le film, il n'aime pas trop parler de lui, donc il a beaucoup aimé le film et il est très flatté évidemment d'être comparé à Léonard de Vinci, puis il aime beaucoup l'aspect graphique du poster. Donc c'est devenu le vrai poster du film. Et on est très content parce qu'on le trouve très beau. Et je sais que Fitzpet et Paul Louis, l'artiste, ont dédicacé un certain nombre, qu'on fera peut-être une transition. On fera gagner sans doute certains de ces posters, il y en a une série limitée, lorsqu'on va lancer la campagne Kickstarter parce que le DVD Blu-ray sort chez Carlotta. Le film est déjà programmé, mais on est en train de travailler sur les bonus et sur les goodies. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne de financement pour qu'il y ait le plus de goodies et le plus de bonus possible dans le film. Voilà. Je ne sais pas si c'est une transition. Il y a des flyers d'ailleurs à la boutique à ce propos sur ce crowdfunding. N'hésitez pas à aller voir. Qui d'autre a une question? Ouais, une autre question.
En haut, il y a beaucoup plus de questions qu'en bas. Il y a plus de monde en haut, donc logiquement. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pas seulement sur ce film, mais aussi sur les autres documentaires que vous avez faits. Combien de temps ça vous a pris en fait pour réunir toutes ces interviews, et est-ce que vous avez eu des difficultés, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous refusaient? Et aussi, comment ça s'est passé pour réunir tous les extraits de films? Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ça? C'est toujours compliqué, ça prend du temps. En fait, nos films prennent du temps à se faire. Celui-là, il a dû s'étaler sur 3 ans à peu près. Mais généralement, on commence un film alors qu'on est en train d'en finir un autre. Donc on a commencé celui-là sans le savoir, alors qu'on finissait le complexe de Frankenstein, dans lequel Fittipaldi joue déjà un rôle important. Et c'est notamment parce qu'on le filmait et qu'on vivait chez lui, parce qu'il nous a hébergés plusieurs fois, qu'on a eu l'idée de ce documentaire. Donc oui, ça a dû s'étaler sur 3 ans, mais c'est pas 3 ans non-stop. En fait, c'est des voyages aux États-Unis. Il y a beaucoup de post-production. Le montage se fait parallèlement au tournage, pour savoir de quoi on a besoin. On n'a eu aucun refus. Et Steven Spielberg était même partant pour faire ce qu'on voulait vraiment qu'il soit dans le film. Mais il n'était jamais dispo, parce qu'il y a un planning un peu compliqué. Donc on lui a couru après pendant 3 ans. Et à chaque fois, il nous a fait savoir, via ses assistants et assistantes, qu'il était partant, qu'il adorait Fittipaldi, qu'il voulait parler du travail fait sur Jurassic Park. Ça n'a pas pu se faire, donc ça c'est un de nos regrets. Mais c'est pas un refus, c'est juste qu'il n'était pas dispo. On était content d'avoir Paul Verhoeven, pour nous c'était hyper important. Paul Verhoeven est comme Fittipaldi, il est assez avare en compliments, mais quand on lui parle de Fittipaldi, il se lâche. Et Fittipaldi, pareil, quand il parle de Paul Verhoeven, ces deux-là s'adorent, ils ont de fortes personnalités. On voulait Joe Dante parce que Piranha, qui est peut-être pas un film majeur, est un film important pour le début de la carrière de Fittipaldi et de sa relation avec sa femme, Jules aussi. Joe Johnston, on lui a couru après, on l'a eu au tout dernier moment, c'est la dernière interview qu'on a faite. On a fait faire d'ailleurs par des copains, parce qu'on était peu aux États-Unis, qui est non seulement un réalisateur à succès, vous savez sans doute de Captain America, Chez les Chalettrices d'Écosse, Jumanji, mais aussi le designer des Walkers, donc voilà, c'est important pour nous qu'il y soit. Ça prend du temps, les extraits ça se négocie avec les studios. Il faut savoir que vous avez vu là la version européenne du film, qu'il existe une version américaine dans laquelle il n'y a pas l'extrait du Dragon du Lac de Feu. Un petit détail, selon les extraits de film, voilà, le montage est un peu plus court. Donc on a couru après, il y a pas mal d'extraits dans le film, mais vous avez peut-être remarqué qu'ils sont assez courts, pour des raisons toutes bêtes, c'est que d'abord pour des raisons de rythme, et puis aussi parce que plus c'est court, moins c'est cher, donc il fallait qu'on trouve des compromis. Mais il fallait absolument qu'on ait des extraits parce qu'on parle de créatures qui bougent, et si on ne veut pas bouger, si on donne des photos, ça marche pas. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Question. Oui, une question. Merci. Je me demandais juste s'il y avait des liens ou des collaborations entre les univers de Jim Henson et ceux du studio Tibet. Non, pas à ma connaissance. C'est deux univers un peu différents qui se retrouvent peut-être un peu dans le Retour du Jedi, parce qu'avec toutes ces marionnettes, ça fait il y a des séquences un peu Muppet Show dans le Retour du Jedi. Mais à ma connaissance, ils n'ont jamais travaillé ensemble. D'abord parce que Fittipaldi, lui, est quand même plus axé stop motion et après image de synthèse. Et le studio Jim Henson, eux, c'est plutôt de la marionnette, même s'ils ils font un peu l'image de synthèse. Ils ne sont pas basés au même endroit aussi. Ils sont en Angleterre, mais ils ont des studios ailleurs. Donc, à ma connaissance, non. L'équipe de Jim Henson, donc pour ceux qui savent pas, ceux qui ont fait le Muppet Show, Dark Crystal, et l'équipe de Fittipaldi n'ont jamais, je crois, travaillé ensemble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il nous semble. En tout cas, ce nom n'est pas revenu dans les conversations quand on a fait le film. Question. Ah, en bas quand même, un petit peu. J'ai une question très, entre guillemets, technique, même pas technique, informative. J'aimerais savoir comment on fait pour voir Mad God. Alors, Mad God, au départ, donc c'est un projet ultra personnel de Fittipaldi. C'est un premier court-métrage, puis un deuxième, puis un troisième, et pour le quatrième, il s'est dit que finalement, et on en a parlé pas mal avec lui, on lui a dit il faut que tu le sortes à un moment donné, il ne faut pas que ça reste dans ta cave, et pour juste les initier, ils vont faire un long-métrage, parce que mis bout à bout, ça va faire un long-métrage. Au début, on voulait mettre Mad God en partie ou en intégralité dans les bonus du film, mais finalement, Phil va le sortir de son côté. Donc il va sortir Mad God, je ne sais pas exactement quand, mais c'est prévu qu'il y ait une sortie Blu-ray, DVD du film, donc il va être vendu. Il a été déjà financé en crowdfunding, en grande partie, qui se filme en plusieurs parties, mais il sortira bientôt. Je n'ai pas encore de date, mais ça je pourrais l'annoncer quand je le saurai. Et nous on va quand même pouvoir récupérer des courts-métrages de Fittipaldi qu'on va mettre en bonus dans notre film, le fameux Prehistoric Beast,
un autre film en image de synthèse qu'il a fait qui s'appelle Mutant de Land, qui est complètement délirant, qui n'est pas du tout connu. Donc il nous a donné l'autorisation d'utiliser certains de ses courts-métrages qui ne sont pas beaucoup vus. Certains circulent sur YouTube. Et aussi l'intégralité de ses essais en Super 8, vous en avez vu quelques petits bouts là dans le film. On a beaucoup plus de matière évidemment qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Donc voilà, on travaille sur ce genre de bonus pour ceux qui s'intéressent de près à ce qu'il a fait en dehors des films les plus connus. Il est très discret sur Starship Troopers 2, je pense que ça n'a pas été un grand souvenir pour lui, En fait, ni pour nous d'ailleurs, mais... Non, il est très discret dans le film, nous on l'a interrogé, il en dit un peu plus, mais on trouvait que ça rentrait pas bien dans le film, donc on va faire un petit bonus là-dessus. Et lui, il aime bien le film. Il dit, mais de toute façon, je cherchais pas à rivaliser avec Paul Verhoeven, parce qu'il adore le premier Starship Troopers. J'avais un budget rikiki, donc j'ai fait un huis clos. Et il dit, en fait, le studio comprenait rien à ce que je faisais, et ils ont tellement pas aimé le film que c'est pour ça que j'ai plus jamais réalisé de long métrage après. Mais il ne renie pas du tout ce film. Il a une certaine tendresse pour le film, qui n'est pas terrible, il faut bien le reconnaître, mais bon. Il y a une sorte de malédiction sur les premiers films de grands maquilleurs, en fait. C'est souvent des actes manqués, comme Kim Head, par exemple, pour de créateurs d'effets spéciaux qui ont réussi à passer. Même Chris Wallace, qu'on voit dans le film, qui a réalisé La Mouche 2, qui est plutôt sympa. Qui était des meilleurs dans le genre. Avec La Mouche, c'est compliqué. Il n'a pas continué après. Et donc, je ne sais pas s'il y a une malédiction, c'est deux talents différents. Je pense qu'en tout cas, Phil Tippett, son univers s'adapte mal à un long métrage classique, on va dire. Même si celui-là est déjà une séquelle, un film de studio. Il y a un univers vraiment à part, quoi. Quand il se met au service des autres réalisateurs, il s'adapte à leur style, mais quand il raconte une histoire lui, il faut pas qu'il essaye de faire un film commercial. Il faut qu'il parte dans des délires à lui. Mad God, c'est une espèce de David Lynch en animation image par image, c'est super bizarre. Donc, je pense que c'est là qu'il s'exprime le mieux. C'est peut-être pour ça que son film n'a pas marché, qu'il n'est pas génial. Question, simplement bonus. Non, c'est un bonus, mais je crois qu'on le trouve en DVD. Pour les... Bonsoir. J'avais une question sur les effets spéciaux qu'il avait fait sur Star Wars. Donc vous parlez des Walkers, ou même le monstre donc, dans l'Empire contre-attaque. Est-ce que ça a été conservé dans les nouvelles versions où George Lucas a refait les effets spéciaux en numérique? Oui, tout ce que Phil Tippett a fait a été conservé. Ça n'a même pas été retouché. Je crois que dans la scène des Walkers dans l'Empire contre-attaque, il y a juste eu un travail pour éliminer quelques lignes de cache qui étaient un peu visibles. Parce que sur la neige, ça se voyait un peu. Mais le travail qu'il a fait sur l'Empire contre-attaque, parce que c'est ça qui est le plus impressionnant, donc le tam-tam, la monture, moitié chameau, moitié kangourou, moitié on ne sait pas quoi, et les walkers de l'Empire contre-attaque n'ont pas du tout été retouchés, ni la partie d'échec de la guerre des étoiles, qui d'ailleurs, vous l'avez vu, a été reproduite ensuite dans Le Réveil de la Force et dans Solo, ni ce qu'il a fait dans Le Retour du Jedi, en animation image par image, les walkers à deux pattes, on ne parle pas ici parce qu'on ne peut pas parler de tout. Le Rancor, je crois que tout ce qu'il a fait n'a pas trop subi les retouches numériques. Il y a le Jabba en image de synthèse qu'on voit dans l'édition spéciale, mais il n'y est pour rien. Il n'a pas participé aux autres Star Wars, ni les préquels, ni les retouches numériques des trois premiers. Dans les projets futurs que vous avez avec Alexandre, je sais qu'il a été annoncé, donc je peux le dire, un gros documentaire sur Starship Troopers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sachant que ça implique du coup beaucoup Tippett et surtout sa reconversion au numérique? Le projet de documentaire sur Starship Troopers est né avant le projet de documentaire sur Phil Tippett. On voulait à l'époque le sortir pour l'anniversaire du film. On a loupé le coche parce que ça aurait été 97, donc 2017. Donc on a fait une autre interview de Paul Verhoeven, une autre interview de Phil Tippett, une autre interview de Alec Gillis qui a fait les créatures animatroniques, plus interview du producteur, John Davison, du scénariste, de Casper Van Dien, l'acteur principal, de Margot Black qui a fait le montage, du directeur de la photographie, enfin on a beaucoup d'interviews. On l'a laissé un peu de côté. Et je pense pas que celui-là, enfin on en a discuté avec Alexandre, ce soit un film à part entière qui ait une vie autonome comme cela. On l'imagine plus comme un complément de programme. Donc soit un complément de programme pour une ressortie de Starship Troopers dans une édition ultra collector ou une diffusion à la télé. Et on en a discuté avec les gens de Sony et de Disney, puisque bizarrement c'est un film de Sony et Disney, qui sont intéressés par le documentaire, mais on ne le fera que s'il s'inscrit dans en complément du film lui-même, pour une ressortie ou une rediffusion. Donc pour l'instant, tous les rushs dorment. Quelque part, on a des tonnes et des tonnes de rushs d'images de tournage du film. Vous en avez vu quelques-unes ici, quand à 2h45 du matin, il court dans le désert. Donc on a plein
plein d'images comme ça. Mais pour l'instant, c'est en suspens et on travaille, nous, sur un autre documentaire qui a commencé pendant qu'on finissait celui-là, qui est, je peux l'annoncer même si c'est encore vraiment le tout début, sur le métier d'animateur. Qu'est-ce que c'est qu'un animateur? Un animateur qui fait du dessin animé, qui fait de la stop motion, qui fait de l'image de synthèse, qui fait de la pâte à modeler, toutes sortes de techniques existent encore sur l'animation. Et on a voulu s'intéresser à ces gens-là. On a l'accord des grands studios déjà américains, Disney, Pixar, DreamWorks, qui sont en train de nous accueillir, l'équipe des Simpsons. On voudrait brasser plus large, pas forcément aller que chez les gens évidents. Ça va prendre du temps. Parce que faire un documentaire sur l'animation, c'est un peu comme si on disait on fait un documentaire sur le cinéma. Enfin, c'est un sujet gigantesque. Donc il faut qu'on trouve notre angle de narration, on n'y est pas encore. Donc là c'est un scoop un peu, on en est vraiment au tout début. On est en train de travailler là-dessus. Et sur un autre aussi, mais qui a à peine commencé, en fait, nos documentaires naissent de manière un peu organique, c'est-à-dire que l'idée vient pendant qu'on en fait un autre. Donc on les démarre à peu près en même temps, on collecte des choses, et puis si on sent qu'il y a matière, ça devient un film. C'est pour ça aussi que ça prend 2-3 ans, parfois plus, comme le tout premier sur la Ryozone, qui s'était étalé sur quasi 7 ans. Donc voilà, pour l'effet de ciseaux. J'ai une question personnelle à te poser, Gilles. C'est sur le suite? Non. tu as fait un livre qui a fait référence sur l'animation à la stop motion en France, à l'époque de Dreamland. Et Épuisé, c'était vraiment un bouquin, pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, vraiment un bouquin très important. Est-ce qu'il est prévu une ressortie, une réédition, quelque chose comme ça? Pas du tout, parce que c'est vraiment un livre. Absolument. Ça, je pense qu'on peut l'annoncer, parce que c'est officiel. Je ne savais pas, je disais. Bravo. Ça tombe bien. Ce livre sur la stop motion ressort chez ESC, qui est un éditeur que ceux qui collectionnent les DVD et les Blu-ray collectors connaissent bien. Il y en a la boutique d'ailleurs. ESC ressort le livre stop motion. D'ailleurs, dans la salle, il y a, mais il ne faut pas le dire, le maquettiste qui travaille sur le livre, qui est caché quelque part, qui avait travaillé avec moi sur la toute première version, avant que Dreamland décide de faire la maquette, qu'ils décident de faire la maquette eux-mêmes. Donc il ressort, ça va être un pavé monumental parce que c'était déjà un pavé à l'époque. Mais entre-temps, toutes les interviews ont été remises à jour, forcément, tout le monde. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes aussi entre-temps. Ray Harryhausen était encore vivant quand j'ai fait le livre et d'autres. Donc bourré de nouvelles infos, de nouvelles photos, puis il s'est passé d'autres choses aussi en stop motion depuis, parce que le livre date de 2002, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce livre ressort, il est prévu pour... alors, il va sortir en français et en anglais. Et il va sortir pratiquement en même temps que le fil Tippett en Blu-ray DVD, c'est-à-dire au printemps, si on ne prend pas trop de retard sur la fabrication du livre. Donc oui, nouvel effet de teaser, le livre stop motion ressort. Mais on en reparlera quand on sera plus avancé dessus. Est-ce que d'autres gens ont des questions? Ah, oui, une question. Oui, bonsoir Gilles. Moi, je voulais que tu nous parles un petit peu comment tu as enfin, tout le boulot que tu as fait avant pour mettre en place ce qui est devenu ce documentaire qu'on va voir ce soir. Comment tu t'es pris pour arriver à contacter, pas que Philippe bien sûr, mais arriver surtout à mettre tout le monde dedans, quoi. Alors, Alexandre et moi, on a une chance, c'est que comme on est journalistes tous les deux spécialisés, farouches concurrents, puisque l'un est chez Manmovies, l'autre chez Écran Fantastique, on a des accès plus faciles forcément à certaines personnes qu'on a déjà interviewées par le passé. Philippe, moi j'avais interviewé déjà à l'époque de Jurassic Park, je commençais à peine à écrire dans la presse, donc on a noué certains contacts. Avec Philippe, au fil de nos documentaires, on est devenus vraiment amis, puisqu'on squatte chez lui chaque fois qu'on est du côté de San Francisco. Les autres, soit on les connaissait déjà, soit c'est lui qui nous les a présentés. Il y a un effet un peu boule de neige. C'est-à-dire Craig Hayes, le designer de Robocop et de Starship Troopers, on ne le connaissait pas du tout, je connaissais son nom, et c'est Philippe qui nous a arrangé le rendez-vous. C'est souvent d'ailleurs des gens qui ne se voient plus trop, donc ça recrée un Denis Muren, qui est l'homme le plus oscarisé du monde, je crois, le superviseur des effets visuels de tout. Lui, on l'avait déjà rencontré, interviewé pour Ray Harryhausen, c'est un très bon copain de Philippe, donc là c'était facile d'organiser la rencontre. Ça a pris du temps. Parce que tout le monde n'est pas dispo, Paul Verhoeven n'était jamais dispo quand on voulait, on ne savait pas si on allait le filmer en France, en Hollande, aux États-Unis, finalement on l'a filmé en Hollande chez lui, donc c'est moins loin que d'aller aux États-Unis. Joe Johnston, on l'a rencontré à Paris, il était venu, mais il n'était pas dispo, finalement on l'a fait interviewer par d'autres, donc ça prend un temps fou, 3 ans à peu près, 3 ans de fabrication. Les gens jouent le jeu volontiers, parce qu'ils ont tous une certaine tendresse pour Philippe, soit parce qu'ils le connaissent personnellement, soit parce qu'ils l'admirent. C'est surtout des problèmes de planning. C'est-à-dire que nous, quand on va aux États-Unis avec Alexandre, on y est pendant 2 ou 3 semaines maximum. Il faut que tout le monde soit dispo au moment où on y est, parce qu'on ne peut pas faire 50 allers-retours
Donc ça s'organise à l'avance, et c'est surtout Alex qui fait ça, parce que moi, en termes de planning, je suis une catastrophe. Donc lui, il est très sérieux, très organisé. Il n'était pas planifié son lumbago. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Mais sinon, non, c'est un travail de longue haleine, mais ils ont tous joué le jeu. Voilà, ça répond à la question. Oui, je voulais aussi te demander si vous envisagez, et si c'est pas le cas, je pense que ça pourrait être peut-être une piste, de faire une sorte de version extra collector qui pourrait être peut-être en partie en ligne, je ne sais pas, mais qui serait vraiment avec vu la matière que vous avez emmagasinée, qui serait presque quelque chose comme une sorte de version longue, de version extra longue ou vraiment avec très peu définitive de montage ou vraiment en gros on aurait accès à quasiment tout ce que vous avez filmé, tout ce qu'on pu dire à la fois de Phil et tous les autres de Gestipet ou autres. Voilà. En fait, bien sûr, c'est pour ça que je parlais de éventuellement en ligne. Oui, non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça doit rester un film. C'est-à-dire qu'il doit avoir un rythme de film, il faut qu'il y ait des moments forts, des rebondissements, comme la scène de Jurassic Park, qu'on a un peu surdramatisé, mais pour essayer de nous faire vivre ce que lui a vécu à ce moment-là, petit flash-forward, des flashbacks, une structure avec un final. Donc il faut que le film reste un film, avec tout son côté documentaire, certes. Donc le bourré, évidemment, il y a des versions du montage dans lesquelles il y a toute une séquence sur Indiana Jones et le Temple Maudit, toute une séquence sur les Scout Walkers qu'il y a dans le Retour du Jedi, toute une séquence sur Starship Troopers 2. Au bout d'un moment, on a pris la décision de couper tout ça pour élaguer, pour que le film ait son propre rythme. Donc plutôt qu'une version longue, ce qu'on va faire, c'est que toutes ces scènes coupées, on va en faire des bonus qui seront accessibles dans le DVD de Blu-ray. Et donc ceux qui s'intéressent de plus près à Fictipet et au film dont on n'aurait pas parlé pas assez, pourront accéder à ces bonus-là. Et effectivement, la scène d'Indiana Jones avec des anecdotes sur le tournage de la scène des wagonnets qui est complètement délirante, ou des projets inaboutis comme le dinosaure que Fictipet devait animer pour Paul Verhoeven, produit par John Davison, qui est devenu le long métrage que Disney a produit en 2000, qui devait être au départ un film en stop motion, dont on a retrouvé les storyboards, donc on a matière à faire un beau bonus, mais je pense pas que ça ait un intérêt de faire un film, je sais pas, qui dure 3 heures, bourré d'anecdotes, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus un film, ça devient quelque chose d'autre. Ça devient une série de bonus. C'est exactement l'idée, c'est pour ça que je parlais dans ligne, dans le sens où ce seraient des séquences qui, en fait, mais je pense que même en tant que... se complètent par elles-mêmes et qui effectivement seraient trop longues pour être dans oui, le documentaire qui est sur l'écran. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le problème de la longueur du film. Je pense qu'il y a aussi le problème du rythme du film. Au bout d'un moment, on perd le fil si on a une collection de making-of de films. Donc je pense que, et on en a parlé avec Alex, la solution des bonus à part, oui, c'est sans doute la meilleure solution, parce qu'en plus ça permet d'accéder directement au sujet qui nous intéresse, les anciens. Exactement. C'est exactement l'idée de version. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, et on est en train de travailler dessus. Alex plus que moi, parce que moi j'ai moins de temps et que lui il n'arrête pas de me dire qu'est-ce que tu as vraiment pour faire ta part de bonus, parce qu'on a la partie en deux. Et donc il faut que je m'y mette. Pour qu'on ait une belle édition collector que Carlotta, parce que Carlotta c'est quand même un éditeur qui fait des éditions super belles. Donc eux ils sont partants, il faut juste qu'on fabrique. Donc il y aura beaucoup de contenu additionnel qu'il n'y a pas dans le film. En tout cas, bravo pour le formidable docu que vous avez. Merci. Merci. J'ai une dernière question à... Non, c'est trop tard. C'est trop tard. On l'aura après. C'est le Saint Graal, celui que vous cherchiez à avoir depuis des années. On en parlait déjà il y a 4 ans qu'on a projeté Frankenstein Complex. Est-ce qu'il y a une chance, une possibilité infime de pouvoir faire quelque chose autour de Robotine? Robotine, c'est The Thing, c'est l'armure de Robocop. Enfin, c'était vraiment à l'époque votre Graal, il est invisible, il est disparu des radars. Est-ce qu'il y a des nouvelles depuis 4 ans? Est-ce que vous avez des nouvelles de lui, enfin de ce qu'il est devenu? Alors Robotine, comme tu le disais, c'est un créateur d'effets spéciaux, l'un des plus talentueux de sa génération. C'est quand même des meilleurs, mais... Qui a fait The Thing, qui a fait Hurlement, qui a fait Légende, enfin des créatures incroyables, qui a complètement disparu de la circulation parce que c'est un artiste tellement ultime que lorsque les images de synthèse sont arrivées, qu'on lui demandait juste de faire des faux nez ou des blessures pour les films, ça l'a plus intéressé, donc il s'est barré. Et la légende dit, mais apparemment c'est vrai, qu'il est maintenant agent immobilier. Donc un beau talent caché, en tout cas peut-être qu'il fait très bien son métier d'agent immobilier, j'en sais rien. On a essayé de le... Enfin, on n'a pas vraiment essayé. On s'est posé la question de le contacter pour le film précédent, le complexe de Frankenstein. Et en discutant avec des gens qui ont travaillé de près avec lui, comme Rick Baker, aussi un très grand maquilleur, ou le réalisateur John Hunt, que vous avez vu ici, ils nous ont dit il risque d'être un peu aigri, on peut vous aider à le retrouver, mais bon, il risque... Mais on s'est dit, est-ce qu'on a envie d'un gars aigri qui nous raconte
Et on n'avait pas trop envie de ça dans le film, du coup on s'est dit on va en faire un personnage un peu légendaire, un peu fantomatique, tout le monde parle de lui, mais on ne le voit jamais dans le film. Et Joe Dante nous a dit, mais il va adorer, si un jour il voit votre film, il va adorer que vous le traitiez comme ça. Maintenant, je sais qu'il a été question d'un projet, et pas venant de nous, mais de copains réalisateurs, qui voulaient faire un film sur lui, à la recherche de Rob Bottin. Ce projet, pour l'instant, est au point mort. Nous, on n'a pas vocation de le faire, ce film-là, sauf si l'occasion se présente. Parce qu'encore une fois, nous, on ne raisonne pas trop en plan de carrière sur ce genre de film, c'est l'occasion qui fait que Rob Bottin a travaillé avec Phil Tippett, puisqu'il a fait le costume du Robocop. Ils ont travaillé ensemble à l'époque de Piranha, déjà, il était tout jeune. Donc ils se connaissent bien, ils se sont perdus de vue maintenant. Mais donc pour l'instant, non. C'est pas prévu, mais l'avenir nous le dira. Vous pouvez applaudir Gilles Esposito. Merci. Qui a un coup de voix qui mérite. Et